Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, nous nous retrouvons pour cette seconde partie qui va traiter la période qui va de 1960 à 1962, donc les deux dernières années avant l'indépendance, à travers donc ce témoignage de Abdelkader Ben Abdelkader, donc en l'occurrence mon père, qui est un témoin et un acteur de cette période. Voilà. Donc cette deuxième partie va couvrir, comme je le disais, la fin de la guerre d'Algérie et avec un regard sous un angle très intéressant puisqu'on va pouvoir parler de la Fédération de France du FLN, puisqu'en 1960, effectivement, tu t'embarques pour Marseille. Tu quittes Oran. On a expliqué dans la première partie que c'est le bureau de main-d'œuvre qui t'avait convaincu que effectivement, c'était intéressant pour toi d'avoir un apprentissage, d'apprendre un métier en main, parce que tu avais été arraché à ton village suite à la politique de regroupement, quand ils ont créé les camps de concentration pour en fait enfermer les populations rurales dans des camps. Donc, la famille est montée à Oran. Et donc de là-bas, Oran, c'est là où tu as décidé de monter sur le bateau et de partir en France. Donc en 1960, en juin 1960, tu t'embarques de Oran à Marseille. Tu peux nous parler de cette traversée, comment ça s'est passé? Dangereux, la mort. J'étais à la mort et la vie. Comme je t'avais dit avant, il y avait un vieux maigre, il était maigre déjà, et puis il était en vacances chez sa famille, il nous a pris le bateau avec nous. Il a dit « Shahada, shahadou ». Faites votre prière. Le bateau, il rentre dans l'eau, il sort. Pourquoi il y avait la tempête? Oui, là, oui, il y avait les tempêtes, comme cette maison-là. Et l'eau, il est rentré dans le bateau, on avait tous les pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux. C'est la catastrophe totale. Hein. Les gens étaient malades. Il y avait un pied noir, il a pris le bateau avec nous à Oran. Quand il est arrivé à Marseille, directement, ils l'attendaient, direct à l'hôpital. Ah oui, c'était violent. Oui, direct à l'hôpital, il était KO. C'est la catastrophe totale. L'eau, il est rentré. Mais on n'a pas dormi parce qu'il y avait la cale pleine de chevaux. Ils font du bruit. Dans la cale, il y avait, je te dis, moins 60 chevaux. Pire à Sarap. Tu sais, les chevaux, combien ça coûte? Un cheval pour acheter une voiture. Donc ça faisait beaucoup de Le bruit. prix d'une voiture, ouais. Ils étaient affolés, les chevaux. Parce qu'il y avait un de Thierrette qui fait l'élevage des chevaux, pire à Sarap. Et voilà, ils ont embarqué tout. Ok. Et il y avait des engagés, Il n'y avait que des engagés. Il n'y avait pas d'appelés. D'ailleurs, on nous a aidés. Hein. C'est eux qui nous ont aidés, ils nous ont donné à manger, à boire. Et puis, ils nous ont donné des cachets. Ils ont des cachets spéciaux pour le... C'était les tirailleurs? Oui, c'était des tirailleurs algériens. Plein de tirailleurs algériens. Ils étaient gentils. Il y en avait un Oranais avec nous, que je connais, après le bateau aussi avec nous, et il s'est joué l'harmonica. Il joue l'harmonica, c'est un diable. Toute la nuit. Alors, il y avait un militaire français, un lieutenant, il est venu, il nous a dit, allez, viens dormir et tout. Il y avait un lieutenant algérien, il se levait, il a préparé mon lieutenant. Les civils, ils font ce qu'ils veulent. Si on meurt maintenant, alors vous n'avez rien à dire. Laissez les civils font ce qu'ils veulent. Il a fermé sa gueule, il est retourné dans son lit, on ne l'a plus vu jusqu'à Marseille. Donc c'était une traversée mouvementée qui était difficile. C'était la catastrophe. Je te dis, on a vu la mort de près, quoi. Alors, tu arrives à Marseille, et donc là, il y a le bureau de main-d'œuvre qui t'accueille. Oui, ils nous attendaient. Pour t'amener au centre. Quelqu'un qui nous attendait. Pour t'amener au centre d'apprentissage. Oui, ils nous amenaient directement au centre d'apprentissage, nourrir, loger, blanchir, et puis on a fait 6 mois d'école, et puis on a pris un métier. Non, mais c'était bien, il nous a bien... C'est De Gaulle, il voulait arranger les choses. C'est-à-dire, il voulait récupérer l'Algérie, quoi. Mais c'est trop tard, quoi. Lahane, il était là. Et donc là, au centre d'apprentissage, donc tu arrives là pour apprendre un métier. Tu vas choisir quel métier parmi la liste qui est proposée? Écoute, moi, j'ai fait peintre. Et il y avait soudeur, il y avait tous les métiers. On fait l'école, et l'après-midi, on prend le métier, quoi. Ouais, la pratique. 6 mois, et puis on est sorti. Et puis, moi, je n'ai pas resté beaucoup à Marseille. Je suis monté à Strasbourg. Alors attends, là pour l'instant on est à Marseille, on reste à Marseille. Donc Marseille, là immédiatement, la fédération, ce qu'on appelle la Fédération de France du FLN, a pris contact avec toi. Ah oui, bien sûr. Dès l'arrivée. Tu pars descends à l'aéroport ou bien au port, tu trouves. Ils sont toujours là.
Donc, ils ont pris contact avec toi, ils sont entrés en relation Oui, avec toi. bien sûr, il vient, il se présente. Voilà, nous sommes de la FLN, Front de Libération Nationale. Nous sommes frères, mais voilà, j'ai été payé tant par mois. Tu nous aides, c'est-à-dire, voilà. C'est moi qui j'étais le responsable du centre bancaire. Il y avait 60 personnes qui payaient chez moi. Donc, tu étais collecteur. Oui, oui, des Algériens. Et les gens payaient combien tous les mois? Enfin, on avait un prix, nous, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup. Hum. Mais je ne me rappelle plus, je crois qu'on paye 12 euros, 13 euros à l'époque. 13 je me francs. rappelle, mais ouais, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup. Hein. Ouais. Et Ni sinon, logé, blanchi, mais on ne gagnait pas beaucoup. voilà. Et sinon, quelqu'un qui travaille normalement, il paye combien? Ouais, on payait à l'époque, je crois, 35 francs. 35 francs, il y avait le franc. Ouais, Ouais. 35 francs. Et les Ouais. salaires étaient d'à peu près entre 300 francs. dépend à peu près. Celui qui travaille normalement, qui va travailler Ouais. normal, c'était 300 francs. Mais l'apprentissage, vous, c'était 150, 170. quoi. Non, on ne gagnait pas beaucoup, je ne me rappelle plus exactement, mais on ne gagnait pas beaucoup. Mais D'accord. on est nourri, logé, blanchi, tout. Ok. Donc, là, à Marseille, quand tu étais à Marseille, ça machin, il y avait 60 personnes qui payaient chez toi, Ouais. au centre apprentissage. Et il y avait une anecdote, parce qu'à un moment, tu t'es retrouvé à Port-de-Bouc, à côté de Marseille. Il y avait une dame qui tenait un restaurant, un café algérien. Khaïra, ouais. Khaïra, ouais. Et il y avait une histoire parce que moi, quand j'étais à Port-de-Bouc, là, dans le cadre d'une activité professionnelle, il y a une dizaine d'années à peu près, un peu plus de 10 ans, j'étais à Port-de-Bouc, j'ai rencontré quelqu'un qui était patron d'un restaurant là, sur la marina là, de Port-de-Bouc. Il m'avait expliqué, il me dit, moi, je suis 3e génération, ma grand-mère, elle tenait un restaurant, café. C'est vrai, c'est vrai. Khaïra. Khaïra, ouais. Moi, j'ai connu son Et petit-fils. son fils Sherifa, et puis il a son fils. Moi, j'ai connu son fils. Par hasard, comme ça, Ouais, bah. j'ai mangé chez lui, j'ai déjeuné chez lui. C'est pas Il est 50 mort, ans après. Khaïra, parce qu'elle était vieille déjà. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc là, pour revenir sur la Fédération de France du FLN, c'était une structure très bien organisée, Très bien organisé. où tous les Algériens étaient recensés. Tous les Algériens ils payaient, tous les Algériens, ceux-là qui ne payent pas. Il y en a ils l'ont tué à Strasbourg. D'ailleurs, je n'ai pas aimé parce que l'ont tué pour BV. C'était interdit dans l'école par la FLN. C'était interdit. Mais il ne faut pas aller jusqu'à... Ils l'ont, je crois que 2 fois, ils l'ont fait payer, mais ils ne voulaient pas arrêter. Ils l'ont déjà... Ils donnent les amendes. Ils l'ont prévenu, ils l'ont dit arrête l'école haram. Premièrement, deuxièmement, on était dans l'argent. Alors, arrête. Et Mskin, il n'a pas arrêté, ils l'ont tué. Je me rappelle, il habitait à la Gongrie. Donc ça, c'était très sévère. Tout le monde payait obligatoirement. Tout le monde payait. Il y avait des représentants, et c'était des structures très organisées. Et c'était des listes alors. Toi, tu avais une liste, Bien sûr. vérifier que tout le monde paye. Ouais. Et donc, et les Algériens, par exemple, il y avait des Algériens qui travaillaient dans l'administration française, y compris dans la police, et à la préfecture, dans les administrations. Oui, on avait la cahier, des gars champettes et tout. Non, ça, je parle en France. Des fonctionnaires en France. Ceux-là aussi, ils payaient, tout le monde payait. Tout le monde payait. Même les fonctionnaires. Bien sûr, tout le monde payait. Même les engagés de l'armée française qui étaient dans les casernes. Kalkouli, Allah yarhamou, il payait chez moi. Il était à quel militaire. Il était encore militaire. Ben, il venait avec le tenue-très militaire, on boit un coup, on rigole et tout, il met de l'argent. Il payait à l'époque 170 €, je crois. Il payait franc. Ouais. Parce que l'armée payait plus, il gagnait, ça dépend. Les fonctionnaires, les militaires et tout, il faut qu'ils payent tant qu'ils gagnent plus, qu'ils payent plus, quoi. Ouais. Calcul, paix à son âme, là, c'était un très bon ami à toi, qui est resté un très bon ami après l'indépendance. C'est quelqu'un qui était engagé dans l'armée française avant la guerre d'Algérie. Avant la guerre d'Algérie, il était à l'Indochine déjà. Et donc, tous les engagés, même les engagés qui étaient dans les casernes et tout ça et tout, en Allemagne ou en France, ils payaient à la Révolution. Tout le monde paye. Ouais. Tout le monde payait. Donc, il fallait une sacrée organisation pour que tout le monde paye. Ah, sacrée organisation, laisse tomber. Ouais. Et alors, justement, donc Marseille, tu restes quelques mois à Marseille, et après, tu prends le train pour Paris, c'est ça? Oui, on a pris le train pour Paris. On est arrivé à Paris. Paris, c'était la catastrophe parce qu'ils ont emmené les harkis. Juste le moment qu'on est arrivé, on a trouvé les harkis. Catastrophe. Ils ont emmené des fanatiques. Ils ont fait des mal. Oui, pour retrouver le contexte, on est en 1960, donc il y a déjà 6 ans de guerre.
Et donc, il y a des contingents de Harki qui, pour contrer la Fédération de France du FLN, ont été envoyés en France spécialement. Exactement. Et donc, ils marchaient par petits groupes, notamment à Paris, 4, 5 personnes. Et ils avaient carte blanche pendant un moment donné. Carte blanche. Ouais. Et donc, ils faisaient quoi, ces groupes-là? Écoute, après, ils ont fait un gauri avec. Hein, non, mais avant ça, ils faisaient quoi, ces groupes? Pourquoi c'était dangereux et pourquoi... Eh bien, je te trappe. Ils t'amènent au bureau. Chez eux, ils font ce qui la torture à mort, quoi. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Bien sûr, ils ont tué même les gens. Ouais. Ils ont tué beaucoup de gens comme ça. Bien sûr. Même la France, elle a tué les gens. Elle a jeté les gens dans le Rhin. Dans la Seine, à Paris. Ouais, la Seine, pardon, la Seine. Je crois que c'était en 60. Ils ont fait la grève de travail. Personne ne voulait aller au travail pendant 3 jours ou 4 jours. Et la France, elle n'a pas aimé ça. Alors, il y avait un préfet à Paris qui s'appelle Papon. Papon, ouais. Papon, il a fait la catastrophe. Hein. Il a jeté les gens dans la Seine. Bah, le 17 octobre 61, justement. Ouais. Et donc là, avant ça, c'était très dangereux Paris parce que c'est les Harkis ont fait des problèmes. Hein. Ils ont fait les Harkis ont tué des gens. Alors après, ils ont fait un gauri avec lui, ça va. C'est-à-dire un soldat français, c'est ça? Un attaché français pour calmer les choses, pour les encadrer, parce qu'il y avait beaucoup de dérapages. Beaucoup de dérapages. Je te dis. Si maintenant, la France, il t'arrête, par exemple, tu ne veux pas parler parce que les Français, ils n'ont pas fait la torture, pour dire. En France, sur le territoire de France, il n'y a pas de... Tu ne veux pas parler, tu vas chez les Harkis. On perd la trace. Il va chez les Harkis, on perd la trace, il le tue. Ça, c'est en France, hein, en métropole. En France, en métropole. C'est-à-dire en métropole, ils ont emmené que des fous. Que des fous, les Harkis, c'est des cinglés. Ils ont ramené les plus fanatiques. Oui, bien sûr. C'est des fous. Ouais. Donc là, on est en métropole. On n'est pas sur le théâtre algérien. On est en métropole. Donc là, la police nationale ne torture pas. Mais par contre, on parle de l'expérience que tu as, toi. Mais par contre, ils déléguaient ça à des commandos Harki qui étaient ramenés, qui étaient venus d'Algérie spécialement pour ça. Ils les emmenaient spécialement pour ça. Pour les bases besognes. Si les Français, par exemple, ils t'arrêtent, tu ne veux pas parler, tu as chez les Harkis. Alors on perd la trace, parce qu'ils ont tué beaucoup de personnes. Disparus. Et les jettent dans la Seine. Oui, disparus. Okay. Et personne n'y fait quelque chose. D'accord. Donc, ça, c'est pour la période parisienne. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la période parisienne là, toi, tu étais à Barbès, c'est ça, quand tu es arrivé à Paris. Donc, le quartier algérien où il y avait une forte densité d'Algériens. Là aussi, le FLN est très bien organisé. Organisé, ça, on n'a rien à dire. On avait une organisation formidable. Voilà. Et après, donc, de Paris, là où tu passes quelques mois, enfin, très peu de temps, en fait. Tu n'es pas resté longtemps à Paris. Tu es resté 2 mois, c'est ça? À Paris, sur Paris, tu es resté 2 mois. Oui, moi, je crois même pas. Je ne me rappelle pas, mais je ne crois pas. Pourquoi c'est dangereux? C'était la catastrophe. Quand ils ont emmené les Harkis, c'était la catastrophe. Tu es obligé. Je me rappelle, on a pris le train, on a voyagé la nuit. On est arrivé à Saverne. Le train, il a arrêté à Saverne. En Alsace. Les Alsaciens, ils commençaient à parler l'Alsacien. Ils m'ont complètement dit « Oh, c'est trompé du train, nous sommes en Allemagne !» parce qu'il entendait pour la première fois de l'Alsacien. On ne connaît pas les Alsaciens. On ne connaît pas la langue. Il m'a dit « Nous sommes en Allemagne !» Il pensait qu'il avait quitté la France. Donc là, vous avez rejoint Strasbourg, en fait. Oui, on a arrêté à Strasbourg. Et pourquoi Strasbourg? Pourquoi le choix de Strasbourg? Écoute, moi, je me suis renseigné quand j'étais à Marseille. Je me suis renseigné. Je voulais aller à Bordeaux. Je voulais amener un peu. Et après, je suis rendu à Strasbourg, parce que pareil, c'est bien organisé et tout. Et là, ils m'ont conseillé. Les gens de Marseille, les responsables, ils m'ont conseillé d'aller à Strasbourg. Ouais, d'aller à Strasbourg. Et la section du FLN de Strasbourg était, elle jouait un grand rôle parce qu'elle était aux frontières. Elle jouait un grand rôle dans l'organisation du FLN. Pourquoi? Parce que le rôle de Strasbourg, c'était quoi? C'était les armes, notamment, c'est ça? Les armes, parce que nous, on habitait juste là. Il y a un pont qui traverse, c'était en Allemagne. Et encore, c'est un Allemand, un routier, qui nous amène les armes. Je te dis, il a dit, si vous voulez un char, je vous amène un char. Un routier quoi, allemand? C'est un routier allemand? C'est un chauffeur allemand. Allemand qui transite les armes. Oui, c'est encore un routier. Il a dit, je vous amène ce que vous voulez. Donc les armes de la Fédération de France du FLN, pour toi, les armes venaient d'Allemagne. Oui. Toi, tu étais témoin de ça. Oui, il vient d'Allemagne.
Et quand les armes ils arrivent à Strasbourg, après ils sont envoyés vers les autres sections. C'est moi que j'ai mené les armes. C'est moi je m'en occupais. Moi, il y avait un Algérien, comment il s'appelle, l'Akhdar. Il avait la voiture. On le renvoie en voiture. On amenait les coups de pistolet à Colmar, à Mulhouse. Nous, on avait les armes à gogo à Strasbourg. Et eux, ils n'en avaient pas. Alors, on les a amenés. Moi, j'ai amené. Et après, l'Akhdar, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, moi, j'étais tout seul. J'ai amené les armes. Là, pour les autres sections. Ouais, ben Mulhouse, Colmar. Et après, eux, ils dispatchent encore plus loin. Ouais. Et une fois à Mulhouse, t'es tombé en panne. Ah oui, on est tombé en panne à Mulhouse, ouais. Et ils nous ont amené la voiture, ils l'ont réparée mieux qu'avant, bien comme il faut, c'est gratuit, on n'a même pas payé un centime. C'est-à-dire la voiture, vous étiez tombé en panne avec des armes dans la voiture, vous avez prévenu la section locale du FLN, et eux, ils ont pris tout en charge, la voiture. Ouais, tout en charge. On aurait relogé, on restait au moins 3 jours quand il repart la voiture et tout. Ben, on aurait relogé, on était chez quelqu'un. D'ailleurs, marié à une Française, c'est un Algérien, marié à une Française, on était chez lui. On mangeait bien, on dormait bien. Jusqu'à ils ont réparé la voiture, on l'a cherché sans payer. Donc c'était une organisation très bien organisée. Ah, très bien organisée, ça on n'a rien à dire. Et on dit que les chiffres de l'époque parlent de 5 milliards de francs de l'époque qui étaient collectés mensuellement. 33 milliards, je crois. 3 milliards fait dans la Fédération de France. Ouais, 5 milliards. 3 milliards à l'époque. C'est énorme. C'est comme 10 milliards maintenant. Hein. Ouais. Et donc cet argent, après, il était envoyé, tout ça c'était en espèces, c'était que des espèces. En espèces. Et cet argent transitait par des valises pour rejoindre la Tunisie ou le Maroc. La Tunisie ou le Maroc. C'est française. À Strasbourg, c'était une Française que tu as connue, que tu as été témoin. C'est une Française communiste qui c'est qui nous amène l'argent. Qui porte la... Ouais, parce qu'il n'y avait pas des machines comme on voit tout ce qu'il y a dans la valise, non. Alors elle passe avec les voiles, ils sont venus en française, personne ne fait attention à elle. Ils nous ont amené des milliards. Hein. Ouais. Et il y avait une anecdote aussi comme ça que tu m'avais raconté, c'était une fois, là à Strasbourg, puisque là à Strasbourg aussi tu étais collecteur, en dehors des armes, tu t'occupais de la collecte d'argent auprès des Algériens. Il y avait une anecdote, une fois que tu racontais, il y avait 2 gars qui sont venus chez toi et qui ont dit, mais nous, jamais tu nous demandes, on ne paye pas. Et toi, tu as dit, mais... Ah oui. Tu peux raconter l'histoire Les Marocains, ils saoulaient la gueule tous les deux, ils étaient gentils. Et puis moi, je n'ai pas parlé avec eux, je n'ai pas le droit de parler avec des Marocains ni des Tunisiens. Ça ne le regarde pas, c'est entre Algériens. C'est-à-dire parler, c'est-à-dire pour collecter, tu n'avais pas le droit de leur demander d'argent. Non, bien sûr. Après, ils sont venus chez nous, mais ils buvaient beaucoup tous les deux. Hein. C'est des gentils comme tout. Ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, ne demandez pas de payer, nous sommes des Algériens. Je dis, vous m'avez dit des Marocains. Moi, oui, on habite au Maroc, mais nous sommes des Algériens, on veut payer. Je dis, écoutez, moi, je ne vous force pas, je n'ai pas le droit, mais vous voulez payer, marhaba ou salam, pas de problème. Ils sont payés. Ouais. Alors qu'ils n'étaient pas obligés, ils n'étaient pas sur les listes. Non, pas obligés, moi, je n'ai jamais parlé avec eux. Je n'ai pas le droit de parler ni avec les Tunisiens, ni avec les Marocains. Ça veut dire aucune contrainte, c'est que les Algériens qui étaient obligés de payer. Voilà. Et eux, ils ont voulu payer volontairement. Volontairement. Ouais. D'accord, très bien. Et donc à Strasbourg, oui, c'était une fédération importante. Notamment, il y avait de Strasbourg celui qui était parti volontaire, qui a exécuté Ali Chakal, au stade de, je me rappelle plus le nom, au stade de Colombe, en tout cas à Paris, en plein match. Municipal, non. C'était un stade municipal, ouais. Il a tué le député Ali Chakal. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de travailler avec le FLN, il a refusé, c'est ça. Ali Chakal. Non, Ali Chakal, c'était un grand pourriture comme l'autre là, pour Léonville aussi, je ne me rappelle plus son nom aussi, il travaillait pour la France. C'était des fous, ils travaillaient pour la France, ils vendaient leurs frères et tout. C'est pas seulement s'ils ne payaient pas là, peut-être. Oui, il était connu, c'était un ancien député, en tout cas, voilà. Et celui qui a exécuté la mission. Il y avait un autre comme lui. Il organisait même un armée pour lui. Ouais. C'était à Léonville, en Algérie. Ouais. Je ne me rappelle plus son nom. Bon, en tout cas, pour dire que la section de Strasbourg, elle était... Oui, Boualem, il s'appelle. Ouais. La section de Strasbourg, elle était réputée. Ouais. Et il y avait d'autres choses aussi, c'est le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne aussi, c'est un épisode qui est peu connu, mais le FLN avait des bureaux tout à fait légaux en Allemagne. Des bureaux partout, c'est marqué Front Libération Nationale. Plaque noire, tu la vois 300 mètres, tu vois. Les Allemands, ils ont dit, faites ce que vous voulez. On vous donne les salles si vous voulez faire les fêtes. Gratuit, vous ne payez rien. Faites ce que vous voulez,
on vous souhaite bonne chance, mais seulement, il y a une chose qu'on n'aime pas, il ne faut pas tuer les gens chez nous. Si quelqu'un ne vous plaît pas, vous nous dites, on le jette en France, et en France, vous êtes démerdés avec lui. Il a dit, les assassinats, on ne l'aime pas chez nous. Comme ça. Ouais, pas d'exécution politique en Non, Allemagne. non, non. Donc les Allemands, ils collaboraient très clairement avec... Ils ont collaboré 100%, ils nous ont donné les salles gratuites pour les fêtes. Pour les réunions, tout ça, pour politique. Les fêtes, et puis pour ramasser de l'argent. On avait du bureau Front National partout en Allemagne. Même l'argent, la collecte, il arrive en Allemagne. Ouais, pas de problème. Et puis j'étais... les Allemands, c'est incroyable quand on pense au contexte de l'époque. Oui, c'est incroyable. Donc les Allemands, ils ont collaboré avec le FLN normalement. Ah oui. Si quelqu'un ne plaît pas, on le signale, il le prend, il le jette il l'expulse. À Strasbourg. Expulsé. Oui, il est expulsé. Et quand il y avait aussi la section Strasbourg, elle s'occupait aussi quand il y avait par exemple un Algérien en France qui devait faire son service national. Donc service national, ça veut dire à cette époque, il doit partir en Algérie. Ouais. Donc il désertait, les déserteurs. Écoute, moi j'ai un copain, Boujma, Ould Am Boujma, son cousin, le même nom de famille, Merzeli. Ben, il l'a convoqué pour faire l'armée. Il est venu chez moi. Moi, j'habitais à l'hôtel à l'époque. Il a resté 2 jours chez moi. Et après, on l'a emmené avec un copain, avec la voiture. On l'a emmené à la frontière Allemagne. C'est pas Haguenau, non. Vers Metz. C'est à la frontière avec l'Allemagne. Forbach, voilà. La forêt là-bas. Ouais, la forêt. On l'a emmené à Forbach. Et eux là-bas, ils connaissent la forêt, ils connaissent tout. Ils l'ont emmené en Allemagne. En Allemagne, c'est libre. Il a pris l'avion. Il m'a téléphoné du Maroc. Ouais. Au Maroc, en Tunisie. Il y en a beaucoup qui ont volé leur service militaire. On les a embarqués. On les a envoyés au Maroc, en Tunisie. Donc ils désertaient, c'est-à-dire ils ne se présentaient pas non, ils ne présentent pas. Et ils étaient extradés vers le Maroc ou la Tunisie, ça, pour rejoindre les... Ils montent à Fellen. Camp de la Hélène. Voilà, dans la Hélène. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ça aussi, c'était un rôle de la section de la Fédération de France du FLN. Du FLN. C'est une organisation bien. Ouais. Forbach, moi j'étais à Forbach, là où est-ce qu'ils passent les gens. J'étais là-bas, on a amené quelqu'un avec un copain. Alors on a passé la nuit là-bas. Ben, après le mec, il nous a téléphoné de Tunisie, je crois, du Maroc, je ne me rappelle plus. Ben, en tous les cas, il nous a téléphoné, comme quoi je suis bien arrivé et tout. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que comment le FLN arrivait à faire en sorte que tout le monde paye. Parce que normalement, les gens, il y a des récalcitrants, il y a des gens, ils n'ont pas d'éducation politique, ça touche à leur argent, plus c'est une cotisation importante. Tout le monde est sans payer, avec plaisir encore. Plaisir la plupart du temps. Ouais, mais il y avait une anecdote comme ça dans un foyer où les gens, ils avaient le collecteur qui collectait normalement, il était arrêté. Donc les gens, ils avaient plusieurs mois de retard. 3 mois. 3 mois de retard, ils avaient. Non. Et donc vous étiez envoyé en mission. Avec Boujma, Boujma, à son âme, c'était un collègue qui a travaillé avec toi. On était au bâtiment à la Maïno. La Maïno, c'est un quartier de Strasbourg. Ouais. Il y a 7 étages que des Algériens. C'était un foyer des travailleurs, c'est ça? Oui, des travailleurs. Mais 3 mois, ils ne sont pas payés parce qu'ils ont pris le responsable en prison. Ils ont arrêté beaucoup de monde à ce moment-là, des responsables. Il y avait beaucoup d'arrestations. Ouais. On a été à la Maïno, on a rempli 2 sachets, 2 grands sachets de billets. Il y a un cimetière à côté de la Maïno, un cimetière là-bas. Il m'a amené là-bas, j'ai resté là-bas, j'ai caché l'argent plus loin. Puis j'ai resté sur un banc. 10 minutes après, la police était devant moi. 3 policiers, 2 vieux et un jeune. Ils ont arrêté devant moi. Moi, j'étais sur le banc, tranquille. J'ai entendu qu'ils en parlaient. Ils m'ont regardé comme ça. Et le jeune, il a dit, mais je lui ai demandé le papier. Qu'est-ce qu'il fait là à cette heure-ci? C'était 2 heures du matin. Ah, il y avait le couvre-feu déjà pour les Algériens parce non, c'était pas du couvre-feu. Il n'y avait pas couvre-feu. Mais ils contrôlaient les Algériens qui circulaient la nuit. Ils étaient contrôlés systématiquement. Oui. Alors, elle a dit, il faut le contrôler. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci là? Je lui ai dit, il est devant moi. Ben, ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont regardé comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je n'avais pas par moi. Le prison, il était plein. Il y avait des avocats, il y avait des directeurs, il y avait des maîtres, il y avait des médecins il y avait en prison.
Mais j'avais peur de l'argent, qu'ils trouvent l'argent. Un grand sachet plein, des billets. Mais ils étaient pleins de moi, je les cachais. Mais alors les gens, ils avaient 3 mois de retard, il fallait qu'ils payent les 3 mois. Ils ont 3 mois justement. Ça, c'est pas facile, c'est pas évident. Ils ont de l'argent, parce que ils travaillent pour leur famille. Ouais, ils mettent de côté les gens, c'est les travailleurs. Ils mettent l'argent. Alors, Brabé commence à pleurer tout de suite. Il dit, voilà, on se présente, nous sommes des FLN, vous avez 3 mois à payer. 3 mois d'un coup, obligé. Oui, d'un coup. C'est pas obligé, on n'a pas tapé personne, là, mais tous, ils avaient de l'argent. Ils ont dit, Brabé, on n'en a pas, j'ai envoyé pour les enfants et tout. Et il y en a qui pleuraient. Il les connaît, il habitait avec eux. Et il est allé directement dans l'oreiller d'Ilias comme ça. Alors on prend pour 3 mois, on le donne. Donc vous prenez de force, vous réquisitionnez l'argent. Ah ben oui, on prend les 3 mois et puis on lui donne l'argent. On lui rend son argent. Voilà ton argent, monsieur. Mais 3 mois, on les a pris. Hein. On a répliqué Paris tous les 3 mois. On était jusqu'à 2h du matin. Ouais, donc c'était très sérieux, très organisé, l'impôt révolutionnaire. Non, mais écoute, quelqu'un qui te lui dit je viens de la place de la part des FLN, pas de problème. Il faut se présenter. Je viens de la part des FLN. Et comment les gens avaient la preuve que tu es vraiment quelqu'un du FLN et que c'est pas un escroc qui se présente pour le FLN et qui vole? Comment ils savent, comment ils peuvent être sûrs? Non, écoute, c'est connu. Par exemple, Strasbourg, les chefs, c'est connu. Ils sont connus. Il n'y a pas de trafic. Il y avait une fois le trafic, une fois. Il y en a un, il a volé l'argent, c'est vrai. Une balle dans la tête. Ah ouais, c'était ça la punition. Ah ouais, ils l'ont tué. Ça dure pas. Et tu sais pourquoi ils l'ont tué? C'est seulement à voler l'argent. Quand l'argent rentre, il était responsable encore. Quand l'argent rentre, il les prend et ils vont de ses adjoints à la police française. Il les ramasse, il les amène en prison, ça veut dire personne. Et puis il garde l'argent. Il a fait ça pour 2-3 mois. Oh. C'est un Kabyle. Je ne me rappelle plus son nom. Ben, ils l'ont tué. Oh. Une balle dans la tête. Et c'est un Kabyle qui l'a tué. Oh. Il l'a suivi toute l'après-midi. Seulement, il a fait une erreur. Il l'a tué dans un café algérien. Quand il a mis le pied dans le café, il lui a donné 2 balles dans la tête. Il est tombé dans le café. Et là, ils ont pris le gars du café Mskin, ils l'ont torturé et tout. Ils ont dit, tu donnes le mec parce qu'ils avaient tous les photos des Algériens. Ils ont montré la photo, ils lui ont dit, il faut que tu nous donnes celui-là qui a tué. Et il a dit non. Ils l'ont torturé, le pauvre et tout. Mais il y a eu de la torture quand même. Tu me dis qu'il n'y a pas eu de torture dans les commissariats. Donc ils torturaient aussi les Français. Bien sûr. Ils l'ont torturé, mais quand même ils l'ont lâché. Mohamed Saïd, il s'appelle. Allah yarhamou. Il était marié avec une Française. Il était torturé juste parce qu'il y avait... Oui, il est torturé. Elle a dit, vous nous donnez le nom du tueur. Moi aussi, ils me l'ont fait. Moi aussi, non, il voulait le nom de celui qui l'a exécuté. Ouais. De l'exécutant, c'est-à-dire qui a commis le... Exactement. Ok. Il y avait aussi... Là aussi, dans le fait que dans l'administration française, il y avait des gens, y compris de la police, ou qui travaillaient. Mais il y avait aussi, pour revenir sur l'anecdote, il y avait l'histoire, par exemple, de Mohamed Le Khal. Mohamed Le Khal, qui était lieutenant de l'armée française. Qui c'est un grade. Il n'y avait pas beaucoup d'Algériens, d'indigènes qui atteint ce grade dans l'armée. Et en tant que lieutenant, donc, il avait fait l'Indochine. Après, il était mobilisé, il était en France. Donc... Et de France, il travaillait activement avec le FLN, depuis les casernes. Ouais. Et il transitait les armes, lui. Il avait fait envoyer beaucoup d'armes, je crois. Mohamed El Khal, comme ton grand-père, c'est des amis de ton grand-père, là, Rahman. C'est des vrais amis. Ouais, quand tu parles de mon grand-père, tu parles donc de mon grand-père maternel. Puis Mohamed El Khal, il a travaillé. Il a travaillé quand il était militaire déjà. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison, pas pour longtemps. Et puis, ils l'ont lâché. Et puis, ils n'ont pas voulu lui donner la retraite, mais il était intelligent, le mec. Il a écrit président de la République, même ministre de l'Intérieur, ministre de l'Extérieur. Il a envoyé les photos qu'elle était militaire en Indochine. Il a fait. Et après, ils l'ont donné tout le rappel. Et puis, pour repréciser, en fait, il était lieutenant. Et ensuite, il a travaillé pour le FLN. Il a fait transiter les armes. Il s'est fait dénoncer.
il s'est fait dénoncer et il a été donc dégradé. Il a fait de la prison, il était dégradé et ils lui ont retiré en fait ses droits à la retraite, totalement. Et après, il a fait les démarches qu'il faut après l'indépendance et il a retrouvé ses droits. Ouais, il a continué à toucher sa retraite normale. Mais il a écrit partout. Jusqu'à président de la République. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aussi, donc, ce qu'on pouvait dire sur cette section du FLN de Strasbourg. Et donc, ah oui, toi-même, tu as été arrêté. À un moment, tu as été... En 60, ils m'ont arrêté. Ouais, ils t'ont arrêté à Strasbourg. Donc, en 61, non, plutôt 61, je me rappelle, mais 61. Quelques mois avant l'indépendance, ouais. Et alors, il y avait une anecdote incroyable, parce que tu me racontais que la police française, ils t'ont interrogé, ils t'ont pas maltraité du tout. Non. Ils ont été très corrects avec toi. Et mieux que ça, ils t'ont emmené boire un café à l'extérieur. Ils m'ont emmené à la campagne, on a bu un café, je me rappelle, j'ai bu un café, ils l'ont payé. Et puis, avant ça, ils m'ont emmené un policier tunisien, Rachid, s'appelle, un inspecteur, Rachid. Il me l'a emmené, il m'a dit, tu sais quoi, toi tu es jeune, tu donnes le nom de ton chef et va danser. Et il voulait parler que j'étais Rachid, moi je n'ai pas de chef, moi-même le chef. Après, mon Rachid. Non, ils t'ont pas maltraité, rien. Non, ils m'ont pas maltraité. Seulement, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, le coup? Je suis tombé avec un raciste. Normalement, quand tu es au commissariat, ils te demandent ce que tu manges. Ils n'ont pas le droit. Ils ne m'ont pas demandé. J'ai trouvé un clochard là, ils l'ont amené. C'est un Algérien aussi. C'est un vagabondage. Il était arrêté pour vagabondage. Voilà, celui qui n'a pas d'argent, il faut 48 heures. Alors il y avait un Algérien, un vagabondage avec moi. Il m'a donné un courage, tu peux t'imaginer. Parce que moi j'avais peur qu'il me torture et puis je donne le nom de mes amis. Et ça, je n'ai pas voulu. Il m'a donné du courage. Il m'a dit, il ne faut pas leur montrer que tu as peur d'eux. Il m'a dit... Là, il m'a donné un courage de dire, voilà, ils me torturent, ils font ce qu'ils veulent. Ça, ils ne m'ont pas maltraité. Non, pas du tout. J'étais avec les paroles. Le Tunisien Rachid, là, son inspecteur, il m'a dit, toi, tu es jeune, tu donnes le nom de ton chef, il va danser. Mais si mes souvenirs sont bons quand tu m'as raconté cette anecdote, ils sont même allés jusqu'à te dire qui t'a dénoncé. Hein? Les policiers français, ils sont même allés jusqu'à te dire qui t'a dénoncé. Ils t'ont donné l'indication. Ouais. C'est incroyable. Oui, c'est un Algérien qui est venu du Nord, je crois, du Nord. Un nouveau. À Strasbourg, un nouveau. Je l'ai fait, je dis, écoute, voilà. Moi, je suis de la FLN, il faut que tu payes tant par mois. On était en train de travailler au centre d'apprentissage. On était en train de travailler, d'un seul coup, le téléphone sonne. Le moniteur prend le téléphone, il me regarde. Un regard bizarre, j'ai compris, il y a quelque chose qui cloche. Il m'a dit, Abdelkader, il parle comme ça. Tu vas chez le directeur. Je suis allé chez le directeur, j'ai trouvé, dès que je suis rentré, j'ai trouvé le directeur plus de policiers avec lui, civils. Mais j'ai compris tout de suite, c'est Le directeur était raciste, il m'a regardé en travers, tu peux pas t'imaginer. Mais la police, ils m'ont dit, vous êtes monsieur Abdelkader? J'ai dit oui. Alors ils m'ont emmené dans ma chambre, ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. J'avais un pistolet, mais ce n'est pas un vrai pistolet à gaz, tu sais. Mais ils ne l'ont pas vu. Même ils l'ont vu, c'est libre, quoi. Ils m'ont emmené et voilà, c'est comme ça. Mais après, pour revenir, c'est-à-dire que c'est les policiers qui t'ont donné les indications sur qui t'a donné. Là, ils me l'ont donné direct, ils me l'ont dit. Hein, quoi? C'était bientôt l'indépendance, c'est normal. Ils m'ont dit, on rigolait même, c'est cool. Ils m'ont dit, il y en avait un boiteux qui est venu, je venais de Bordeaux, je ne me rappelle plus. Alors j'ai dit, monsieur l'inspecteur, c'est un menteur. Moi, je n'ai jamais parlé avec personne. Ils n'ont pas insisté. Ils n'ont pas insisté. Ils m'ont emmené boire un café. Et après, ils m'ont dit, ça te plaît le stage? J'étais au centre d'apprentissage. Je dis, non, ça ne paye pas bien. Et puis, moi, j'ai besoin d'argent et tout. Et ils m'ont embauché. La police? Ouais, la police civile, ouais. Ils ont téléphoné au directeur.
dans une usine qui paye très très bien parce qu'on travaille trois fois, on travaille la nuit et la journée. Et quand tu travailles la nuit, tu es à 100%. Tu travailles 8 heures et ils te payent 16 heures. Ah, c'était cool. Ils m'ont embauché là-bas, ils ont téléphoné le directeur, tout de suite il a dit, ah oui, il peut venir. Mais pourquoi j'ai quitté? J'ai travaillé 2 ans, je crois. Et on a pris l'indépendance, ils ont amené les Harkis. Et les Harkis, ils les embauchaient beaucoup là-bas dans l'usine où j'ai travaillé. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont commencé le jour de la paye, ils attendaient les gens, ils lui en prendre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la carte bancaire, il n'y avait pas la fiche de paye. C'était dans l'argent liquide, en espèces. Et là, les Harkis, ils ont commencé à racketter. Bien sûr. C'est à cause de ça que j'ai quitté. C'est à cause de ça. Autrement, l'usine, là, c'était formidable. Je me rappelle, le directeur, il s'appelait Schneider. Ouais, ça veut dire, mais ça, ce qu'on voit dans ton témoignage, c'est qu'on comprend pourquoi les anciens comme toi, qui ont travaillé avec la Révolution, ça machin, vous n'avez pas gardé de ressentiment ou de haine contre la France. Vous voyez bien que vous luttiez contre le système colonial, contre le colon. Non. Mais il y a beaucoup de Français que vous avez rencontrés dans votre parcours qui vous ont aidés, qui vous ont soutenu, qui étaient contre cette guerre. Mais je te dis, transfert des valises, c'est une Française, une communiste. Nous emmenaient plein de valises là, chaque mois. Chaque mois, ils les amènent une fois au Maroc, une fois en Tunisie. Ça dit, où est-ce qu'ils ont besoin. Il nous a aidés jusqu'à la fin, jusqu'à l'indépendance. Est-ce qu'on peut dire aussi, ce qui est incroyable, que là, dans ton témoignage, c'est que pendant la Fédération de France du FLN, des gens d'Algérie, mais en Fédération de France du FLN, il y avait des Algériens originaires de toutes les régions d'Algérie. Ah oui, c'est vrai. Et il n'y avait pas de différence. Non, pas de différence. Il n'y a pas de régionalisme. Non, il n'existait pas. Ils étaient tous des frères, pas de problème. Tu dis, quand il vient de venir de la part des FLN, il se présente d'abord. Il n'y a pas Cheoui ou Arabe ou Kabyle. Non, impossible. Non, ça n'existait pas. Non, tous des frères. Ça veut dire, c'était les Algériens, c'est tout. Ouais. Je te dis, ils ont tué un Kabyle parce qu'il détournait l'argent. Ouais. Ils vendent ses armées et puis ils détournaient l'argent. Ben, ils l'ont tué. Mais celui qui l'a exécuté, c'est un Kabyle aussi. Non, il l'a exécuté, c'est un Kabyle qui l'a tué d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc, comme lui. Les Kabyles ont beaucoup travaillé puisqu'ils étaient en France majoritaire. Surtout à Paris, c'était un peu Kabyle. Ouais, c'était majoritaire. Majoritaire, Et les organisations, il n'y avait pas d'organisation régionaliste, les Kabyles d'un côté ou les Chaouis d'un côté. Non, tout le monde ça n'a jamais existé. Non. Tu te présentes, je viens de la part des FLN, ou tu es Kabyle, ou tu es Chaoui, ou tu es Oranais, pas de problème. Tout le monde prend les ordres. Tout le monde les ordres. Il faut suivre les ordres. Il n'y a pas... Non. Il n'y a pas de différence entre Algériens. Non. Ça n'existait pas à l'époque. Non, je crois qu'après l'indépendance, c'est pas pour... c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une version de l'histoire révisionniste qui vise à dire De Gaulle a donné l'indépendance. Alors que De Gaulle, c'est lui qui a mobilisé le plus de moyens en Algérie. C'est lui qui a fait les camps de concentration, les opérations jumelles, étincelles aux frontières. Il a intensifié la guerre, De Gaulle. Non, mais attention, De Gaulle, il a compris quand il est venu en Algérie. Oui, il a compris, mais il voulait garder des intérêts forts et il a intensifié la guerre. C'est-à-dire qu'il a proposé la séparation, la coupure du Sahara. Il a dit, vous prenez l'indépendance, vous nous laissez le Sahara. Il a proposé ça. Il voulait garder le Sahara et Mersi Kébir, à Oran. Mersi Kébir, tu sais, les batailles rentrant sur la montagne. C'est une base incroyable. Il voulait garder les deux, là. 25 ans, il a demandé. Alors, il y avait Bantoubal, je crois, Allah yarhamou. Il y avait des responsables, quoi. Il lui a dit, l'Algérie, c'est pas un morceau de gâteau à partager. Ou l'indépendance totale, on continue la guerre. Et donc la guerre est continuelle. De Gaulle, il a dit, moi je connais les Algériens, j'ai travaillé la guerre avec eux et tout. C'est mieux donner l'indépendance. Ils ont voulu le tuer, attention, les généraux. Les généraux français. Il y avait 5 ou 6 qui étaient contre l'indépendance. Ouais, le coup d'état d'Alger, tout ça. Il y avait Salon, il y avait Jouhoud, il y avait Chal, il y avait Zeller, il y avait un autre, je ne me rappelle plus son nom. Ils étaient contre l'indépendance. La OAS. Ils ont tué sur l'armée française, ils ont tué beaucoup de monde. Ouais, l'OAS, c'est ça qui a plongé, qui a augmenté la violence. Ils n'ont pas voulu parler de l'indépendance.
Donc l'indépendance, elle s'est arrachée. Arraché, bien pas sûr, donné. c'était arraché, bien sûr. Avec un prix très élevé. Oui. C'était arraché, c'est vrai. Et donc après arrive l'indépendance. Il y a le référendum en France, c'est ça, les Français sont appelés à voter. Donc l'écrasante majorité des Français votent pour l'indépendance. En Algérie, bien sûr, les indigènes votent pour l'indépendance en très grande majorité. Donc l'indépendance est décrétée. Oui, exactement. Voilà, et là c'était un jour de libération. Ça devait faire bizarre, non, après 7 ans de guerre. Plus que après 8 ans presque. Ils avaient une grande fête. On avait des fêtes partout. Il y avait 5 ou 6 salles à Strasbourg qui étaient louées. La maison, enfin, partout dans les grandes salles. Il y en a en Allemagne, il y en a 2, 3 centres-villes. On avait pas ce qu'il y avait. La police sont venus, qui nous a arrêtés. Ils sont venus avec leurs femmes. Fêter avec vous? Oui, ils ont mangé avec nous le méchoui, le tatam, le couscous. Et ils ont venu à la police manger avec nous. Je me rappelle l'inspecteur René. Il a dit, nous sommes contents que vous avez pris l'indépendance. Maintenant, vous êtes tranquilles, nous aussi, on est tranquilles. Nous sommes des frères. Nous sommes des amis, il n'a pas dit des frères, nous sommes des amis. On a grandi ensemble et tout. Et quand toi, tu étais en France, là, c'est aussi, tu apprends la nouvelle du martyr de ton frère. Ahmed lui, il était au Maquis. Et donc, il a trouvé le martyr. Là, il est mort. Alors, oui, il y avait une anecdote concernant Ahmed, c'est qu'il avait laissé deux enfants, dont un garçon. Karima. Khamis et justement Karima. Voilà, mais Khamis, c'est parce que c'est Mohamed Khamis. Et Mohamed Khamis, c'est Mohamed V. Mohamed V. Du nom du roi du Maroc. Tu sais pourquoi? Parce que la France, elle a amené Mohamed VI, Mohamed V. Mohamed V. Madagascar. À Madagascar. Il était en route, il n'a pas arrivé encore à... Et mon neveu, il est venu au monde. Alors, comment on l'appelle? Mon frère l'a dit, je l'appelle Mohamed Khamis. En acte de résistance. Oui. Bon, les gars, pour l'enregistrer, il a dit non, Mohamed, oui, il m'appelle Khamis. Ouais. Donc ça prouve qu'il y avait des liens très forts entre les Maghrébins dans la lutte pour l'indépendance. C'est-à-dire les Marocains, les Tunisiens étaient vraiment impliqués dans la lutte avec les Algériens. Ah ben oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais. Ils nous ont aidés quand même. On avait des gazernes au Maroc. Oui, bien sûr. 2 gazernes. Une en Andorre et l'autre à Oujda. On en a et parlé en dans la Tunisie, première c'est partie. pareil. Ouais. Donc, cette indépendance est prise. Voilà, donc l'Algérie devient indépendante. Donc, c'est une nouvelle page qui s'est ouverte. Et voilà, bon, sur ce témoignage, on a pu tracer à travers ton propre vécu, ta propre histoire. Alors, après l'indépendance, qu'est-ce qui est devenu les bureaux du FLN, toute cette organisation qui était très, très bien organisée? Elle s'est dissoute, l'organisation, c'était fini. Après l'indépendance, qu'est-ce qu'il est devenu le FLN en France? Ils sont devenus algériens, comme avant. C'est dans le civil. L'organisation s'est dissoute. Il n'y a pas de problème. Khayser, il était ministre de Finances. Il a parlé à l'Algérie. Il a dit, vous arrêtez la paye, vous ne payez plus. Ah, ça n'avait plus de cotisation. Il n'y a plus de cotisation. Terminé. Terminé. Et il y avait une histoire aussi que je voulais te payer. Après, donc, dans l'Algérie indépendante, ce qu'on appelle le statut des anciens moudjahidines, c'est-à-dire de ceux qui ont travaillé pour la Révolution, ils avaient le droit à des allocations mensuelles, de recevoir de l'argent. Ah ben, ils ont touché l'argent. Mon frère, le mandat vient jusqu'à la... Oui, mais justement, mais toi, prenons le cas de ton temps, parce que en 1975, tu avais le temps jusqu'en 1975 pour, y compris, retrouver toutes tes indemnités depuis l'indépendance. Toi, tu n'as jamais demandé un centime. Ça, c'est pas tout. Les gens ont témoigné chez moi. Travaillé. Non, mais j'ai toujours travaillé. Je n'avais pas besoin d'argent d'AFLN. Mais c'est-à-dire que tu n'as jamais déposé ton dossier pour toucher ton argent de l'État algérien? Ah non, je n'ai pas voulu. Pourquoi tu n'as pas voulu? Et puis le responsable, il a couru après moi. Et les gens sont venus, moi j'ai connu cette histoire des années après. Les gens qui ont travaillé avec toi, ils disent, on n'a jamais compris pourquoi ton père, il n'a pas réclamé ses droits. Les gens, ils étaient prêts à témoigner pour toi. Je n'ai pas voulu. Il y avait un Oranais qui était responsable. Alors il m'a dit, je l'ai rencontré, il m'a amené chez le responsable. On avait un bureau et tout, pour faire la fille à tout le monde, les papiers. Alors il m'a amené chez lui, il lui a dit que tu fais le dossier parce qu'il était chef Osmar, il a bien travaillé, mais
Et moi, je n'avais pas les papiers sur moi ce jour-là. Alors, c'est un Kabyle qui était au bureau. Je le connais. Alors, il m'a dit, tiens, tu me donnes ta carte d'identité alors, pour te faire le dossier. J'ai dit, écoute, je n'ai pas la carte d'identité sur moi. Il m'a dit, non, il faut quand même que tu m'amènes la carte d'identité. Et après, je ne suis plus retourné. Je n'ai pas voulu. Pourquoi tu n'as pas voulu? Je n'ai pas voulu parce que ils donnent l'argent et tout, mais je n'ai pas voulu. Voilà, j'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, alhamdoulilah. Et je n'ai pas voulu. Voilà. J'ai refusé. Et encore, le responsable même, il s'appelle Zedor, tiens, Zedor. C'est un Orani. Il m'a amené jusqu'au bureau, il lui a dit, mais je n'ai pas voulu faire. Donc tu as laissé cet argent? Oui, mais il y a des gens qui sont touchés l'argent. Ben Comme oui, Boujama, il a touché. Oui, c'était des Elle m'a allocations. dit, je l'ai rencontré, Mskina, avant de sa mort. Il m'a dit, viens, je te témoigne avec toi et tout, tu fais le dossier. J'ai dit, non, c'est pas la peine. Moi, j'ai travaillé pour l'amour des pays, de la nation. Alhamdoulilah, nous sommes indépendants, et puis maintenant, alhamdoulilah, je gagne ma vie. J'ai pas besoin. Très bien. Bien, écoute, merci pour ce témoignage. Non, mais c'est normal. Ouais, merci pour ce témoignage. Et, voilà. C'est normal. Une histoire qui est toujours d'actualité, malheureusement, puisque cette histoire, c'est des vécus différents suivant de quel point de vue on se situe, bien évidemment. Mais voilà, bon, le résultat est là, l'Algérie est indépendante, c'est ça qui est important. Et voilà. Très bien, ben... Okay, on se souhaite, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite vraiment de bon cœur que le Maroc et l'Algérie deviennent frères et travaillent ensemble. C'est ça qu'on souhaite. Ça, c'est notre histoire. Non, mais quand même. Mais non, c'est ce qu'on veut, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on a vu à travers ton histoire qu'il y avait une grande solidarité maghrébine dans les luttes d'indépendance. Exactement, c'est ça que je pense. Inch'Allah. En été, on a visité des deux casernes au Maroc, Monador et Oujda. Inch'Allah. Mais écoute, et la Tunisie, c'est pareil. On va terminer sur ce mot d'espoir alors. Les frères nous ont donné un coup de main, autrement on n'aurait pas à prendre l'indépendance peut-être. Ou plus difficilement. Ouais. Merci pour ce témoignage. C'est normal. Voilà. Merci à vous. Salam alaikum. Terminé. Bismillah.